Voilà, donc je continue pour la deuxième partie. Donc on a parlé des quatre valeurs donc, qui hiérarchisent des, des éléments entre eux. Ils ont aussi décliné 12 principes qui sont un peu plus opérationnels. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais il y en a qui parlent par exemple de collaborer quotidiennement au projet, c'est-à-dire qu'en fait les producteurs et les consommateurs doivent se parler tous les jours. Euh, il y a un effort à maximiser la quantité de travail à ne pas faire, en fait, en tout cas à se poser la question constamment de qu'est-ce qu'on pourrait éviter d'avoir à faire. Le principe 11 qui parle d'auto-organisation, voilà que les équipes aient la liberté d'adapter leurs moyens, enfin pardon, leurs méthodes, leurs processus et les choix techniques au plus près du terrain. Voilà, un appel au management, créer le projet autour de personnes motivées. En fait, le management prend la fonction finalement de fournisseur d'environnement. Voilà, un environnement et le soutien en laissant les équipes faire leur travail. Voilà, bon, il y en a d'autres, notamment celle du face-à-face. On reste dans favoriser les interactions et les individus. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces valeurs et ces principes sur la planification? Donc plus pragmatiquement, euh, dans un projet classique, cycle en V par exemple, hein, de ce qu'on a vu juste avant, on définit une spécification qui est assez souvent détaillée et assez précise. Et donc on va viser cette cible qui est petite en tout cas, ou très précise. On vise un objectif très précis. On va définir un périmètre, un coût et un délai par estimation et négociation. Et une fois qu'on a fixé ce coût, ce périmètre et ce délai, on va essayer de le conserver. Donc, ce qui explique que quand il y a des imprévus, quand il y a des changements, quand il y a de la volatilité dans l'environnement du projet, on va avoir toute une population, donc tous ceux qui participent au projet, qui vont lutter contre le changement. Voilà. On va avoir aussi une tendance à vouloir mesurer le travail du projet. Quand on demande à un chef de projet où ça en est, il va parler travail, il va parler des heures effectuées, des heures restantes. Voilà. Euh, dans un projet agile, ce qu'on va faire, c'est comme on considère que de toute façon les choses vont évoluer, on définit plutôt un objectif assez large. Alors il peut être assez clair, d'accord, mais il ne détaille pas le comment, il ne détaille pas comment on fera pour obtenir la valeur. Je peux très bien dire que mes clients pourront réserver leur billet d'avion en moins de 5 minutes, mais je ne sais pas du tout comment. Voilà. Le comment va se définir au fur et à mesure par des boucles itératives d'inspection, d'adaptation, de construction. Voilà. Euh, à la fin, on a donc dans les projets qui sont effectués comme ça de façon agile, un taux de gaspillage très faible. Hein, c'est-à-dire que en fait, à la fin du projet, tout ce qui a été réalisé est vraiment utile. A contrario, si je reviens au projet précédent, on avait défini, je ne sais pas, peut-être un an avant, tout un tas de fonctionnalités ou de besoins qui, un an après, ne sont pas forcément tous encore nécessaires. Assez souvent, une des moyennes, hein, dans les grandes études, on trouve à peu près 45% de gaspillage, c'est-à-dire de fonctionnalités qui ont été implémentées mais qui ne seront jamais utilisées. Voilà, donc un des impacts importants sur la gestion de projet, par exemple. En termes d'état d'esprit, les impacts importants, c'est qu'il va falloir échanger, en fait, il va falloir abandonner, faire le deuil de voilà, tout ce qui est là à gauche, pour rentrer dans un monde où on a des dispositions d'esprit, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ou des réflexes mentaux qui sont ici à droite, d'accord. L'habitude doit se transformer en curiosité, la rigidité en adaptation, la simplification en nuance. Alors quand on parle de simplification, ici c'est plutôt de simplification conceptuelle ou manichéenne. Euh, les certitudes n'existent plus, tout devient plutôt relatif. Je passe sur l'empirisme, là c'est un peu confus. Bon. Et voilà, l'image sociale aussi, hein, la volonté d'avoir une image sociale doit être abandonnée pour
qu'on ait des personnes qui soient capables de se positionner sur des opinions. Les impacts qu'on va avoir en termes organisationnels aussi sont assez importants. Dans une entreprise, on va dire, classique, les métiers ou les fonctions sont cloisonnés. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple le marketing et la production, ou le commerce et la production. Dans un environnement agile, on va abandonner, enfin en tout cas on va limiter très fortement l'organisation pyramidale et hiérarchique pour aller vers une organisation plus cellulaire, qui crée en fait beaucoup plus d'interactions entre les personnes, entre tous les métiers, beaucoup plus d'interactions entre les compétences. Et là où avant une série d'organes était en charge de transformer l'information et la matière pour créer un résultat, là on a une cellule qui génère, qui transforme et qui produit en fait. Voilà. Bon, je passe sur le plan, mais il y a aussi des impacts importants sur la transmission, soit de la stratégie, soit des objectifs à atteindre, où on passe aux équipes beaucoup plus de sens que de détails. En fait, on envoie aux équipes où la hiérarchie doit donner aux équipes une stratégie ou une tactique, et c'est aux équipes de mettre en œuvre pour y arriver. Voilà. Un autre point important est que on ne produit plus, je reviens un peu sur la cellule, hein, mais dans une entreprise classique, en fait, si je reprends chaque cloison, on va créer son composant, et ensuite, on va avoir besoin de compétences d'intégration pour créer un produit fini. En agilité, la production de la valeur est faite par chacune de ces cellules, et les cellules additionnent des valeurs. D'accord, voilà, il y a une différence importante entre, à gauche, j'assemble des composants, à droite, chacun crée de la valeur et on assemble ou on incrémente les valeurs. Voilà. Par exemple, une cellule ici qui a un membre ou un métier absent, on va dire, ou défaillant, pourra quand même produire quelque chose. Elle produira une valeur peut-être inférieure, mais elle produira une valeur. Ici, dans ce contexte-là, si je reviens à gauche, si une cellule est absente, rien ne pourra être produit. Voilà, j'arrive au bout des quelques informations que je voulais donner sur l'agilité. En tout cas, ben, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin de plus d'informations ou s'il y a des questions. Voilà. Bon, à très bientôt.